Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment créer un personnage sur Shadow Dark RPG, le jeu dont je vous parle assez régulièrement. Dans la description, je vous mettrai un lien vers le site de The Arcane Library, l'endroit où vous pourrez retrouver le kit de démo gratuit de Shadow Dark. Donc, c'est en anglais, donc tout le monde ne pourra pas y avoir accès. J'espère que le jeu ça sera un jour traduit en français. En attendant, là, on va créer un personnage. Je vais vous montrer à quel point c'est rapide. Quoique ça va être plus long parce que je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire au lieu de juste le faire. Il est à noter aussi que c'est une version de la création de personnage légèrement modifiée par rapport à ce que le jeu prescrit normalement, parce que cette vidéo va servir aussi de tutoriel à ma table Westmarch. Donc voilà, sachez qu'il y a une petite règle ou deux qui vont changer dans la création de personnage, je le dirai à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, cette vidéo, elle devrait vous montrer comment créer un personnage, on va aussi le faire monter en niveau pour montrer comment ça se passe la montée en niveau. Et j'espère que la facilité avec laquelle ça fonctionne, ça vous donnera envie de tester avec le kit gratuit. On est parti directement. Donc du coup ici, on va créer un personnage de niveau 1, et comme vous le voyez, il y a là aussi la possibilité de créer un personnage de niveau 0. Là, ici, on va pas le faire. On va partir sur un personnage de niveau 1 et voilà la liste des étapes. Donc, on commence tout de suite avec une modification que j'ai faite, moi, par rapport à la règle de base. La règle de base, pour la première étape, voudrait qu'on tire chacune de nos 6 caractéristiques, donc qui sont la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme qu'on trouve en haut à gauche de la fiche. La règle de base veut qu'on tire chacune de ces caractéristiques dans l'ordre et qu'en fait, en tirant nos caractéristiques, on puisse voir à peu près là où on a fait des bons jets, là où on a fait des mauvais jets, et en fonction de ça, choisir une classe adaptée. Si j'ai beaucoup de force, je vais peut-être choisir un guerrier, enfin force, dextérité, constitution. Si j'ai beaucoup de dextérité, d'intelligence, peut-être plus partir sur un voleur, avec de la sagesse, un prêtre, avec de l'intelligence, un magicien. Toutes les caractéristiques sont quand même vachement utiles dans le jeu, donc vous pouvez vous amuser à ne pas prendre nécessairement la classe qui correspond à votre meilleure caractéristique, etc. C'est ça qui est assez cool. En l'occurrence, pour la campagne Shadow March dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, moi j'ai légèrement modifié la règle, enfin quand même de manière assez importante, mine de rien, puisqu'en fait j'ai proposé l'option, alors les joueurs ils peuvent décider de créer complètement aléatoirement leur truc, hein, comme on vient de l'expliquer, mais ils ont aussi l'option de tirer leurs 6 caractéristiques et ensuite les répartir comme ils veulent pour s'adapter à la classe qu'ils ont envie de jouer, tout simplement. C'est notamment utile parce que dans la campagne de Shadow March que j'ai créée, en fait, il y a des règles un petit peu particulières, il y a des endroits dans le monde que vous pouvez découvrir. Typiquement, dans la dernière partie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont découvert une bibliothèque dans laquelle il y avait un livre pour les apprentis magiciens, grosso modo, qui fait qu'à partir de maintenant, ils peuvent créer des personnages magiciens de niveau 2 tout de suite. À la création de personnage, ils peuvent faire un magicien de niveau 2. Donc du coup, ça peut être tentant de décider de mettre sa meilleure stat en intelligence pour créer le magicien de niveau 2 un petit peu suroptimisé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors comme ça, on peut se dire que ça crée un déséquilibre, et effectivement, mais c'est une volonté de ma part, parce que je me dis que ça peut être marrant qu'à certains moments de la campagne, tout le monde puisse créer des magiciens de niveau 2, et voir si on se retrouve avec des groupes, par exemple, que de magiciens, et comment ils s'en sortent. C'est un peu de l'expérimentation, ça va peut-être être pourri, mais je trouve ça rigolo. Puis de toute façon, au fur et à mesure de l'exploration de la carte, ils vont trouver des items, entre guillemets, qui vont leur permettre de créer des guerriers de niveau 2, des prêtres de niveau 2, des machins, des trucs. C'est aussi un moyen de baisser le plancher de niveau à la création de personnages pour qu'au fil de la campagne, s'il y a des joueurs qui jouent beaucoup et qui arrivent niveau 6, 7, 8, quand il y a d'autres joueurs qui arrivent, qu'ils n'aient pas des persos de niveau 1, qu'ils puissent avoir des personnages de niveau 2 ou 3, même s'ils viennent d'arriver dans la campagne, pour avoir un moins gros écart entre les joueurs qui ont des personnages de haut niveau et les joueurs qui viennent d'arriver à la table ouverte. Donc on va commencer par cette étape modifiée où je vais tirer 6 fois mes 3d6, les additionner, ensuite les répartir dans mes stats. Et je vous le dis tout de suite, je vais créer un magicien pour avoir un exemple de magicien, pour que dans notre création de personnage, on ait un exemple du moment où il faut choisir ses sorts, entre guillemets. Comme ça, c'est une des créations, je dirais, les plus complètes par rapport aux différentes classes. Ok, c'est parti. Donc je commence avec un 10. Voilà, un 10, c'est tout à fait moyen. Oula, un 7, c'est déjà moins bien. Un 15, ça c'est excellent. Un 8. Un 8. Et un 7. Donc j'ai des stats relativement moyennes, on va dire. J'ai une stat très forte, une stat moyenne et 4 stats assez faibles, mais pas ultra faibles non plus. Donc comme on l'a dit, je vais créer un magicien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma meilleure stat en intelligence. Donc, je vais le mettre ici, 15. Ensuite, j'ai un 10. Où est-ce que je peux avoir envie de mettre mon 10? Alors là, c'est le moment de vous expliquer un peu plus à quoi servent chaque caractéristique. Donc la force, ça va servir à taper au corps à corps, évidemment, à toucher au corps à corps, à soulever des poids lourds, à faire tomber des adversaires, à pousser des trucs, à casser des portes. Et ça va aussi déterminer le nombre d'objets qu'on peut porter.
en sachant que, en gros, le nombre d'objets que je vais pouvoir porter, ici, vous voyez, mon sac à dos, entre guillemets, est noté de 1 à 20. En fait, ça va être mon score de force. Donc, si j'ai 13 en force, j'aurai 13 slots dans mon sac à dos. À savoir que si ma force est inférieure à 10, le minimum que je peux porter, c'est 10. Donc, du coup, moi, je pense que mon magicien, il va pas trop aller au corps à corps et faire des exploits de force. Donc, je pense que je vais mettre une de mes pires stats en force. Je vais lui mettre 7 en force. Comme on le disait, j'aurai quand même 10 slots. Pour mon équipement, c'est que si je dépasse 10 que j'en ai plus. Si j'ai 10 ou moins, j'en ai pas moins. C'est pour ça que je mets ma stat la moins forte ici, parce que quand même, la place dans le sac, c'est assez important pour transporter des torches, du matériel, etc. Ensuite, j'ai encore une stat nulle, c'est le 7. Je pense que je vais le mettre en sagesse. Donc la sagesse, ça sert à lancer les sorts de prêtre. Ça peut servir un peu à la perception, à détecter des pièges, à sentir les coups fourrés arriver. Si on regarde véritablement les règles, vous voyez, j'ai une petite description de ce à quoi servent chaque caractéristique. Donc, a priori, la sagesse, c'est repérer des ennemis cachés, déterminer d'où vient un bruit, un son, une odeur, écouter à travers les portes, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup lié à la perception. Moi, je pense que ça va pas être trop important pour mon personnage. Par contre, vous voyez que la dextérité, c'est quand même ce qui va me permettre de déterminer ma classe d'armure et donc potentiellement de voir la difficulté avec laquelle mes ennemis vont me toucher. Donc, je pense que je vais mettre mon 10 en classe d'armure, enfin en dextérité, pardon, pour me permettre d'être pas trop fragile. Et ensuite, il me reste mes 2 8 que je vais mettre en charisme et en constitution. Donc là, j'ai réparti mes 6 caractéristiques. Maintenant, il faut que je détermine les modificateurs, donc qui sont juste des valeurs dérivées. Donc grâce à ce petit tableau, je sais quels sont mes modificateurs dans chaque caractéristique. À savoir que, étant donné en fait que je vais faire une montée en niveau et que je vais tirer des talents aléatoirement qui vont peut-être augmenter mes caractéristiques dans les étapes suivantes de la création de personnage, je vais pas tout de suite faire mes modificateurs parce que ça va m'obliger à faire plus de saisie. Donc en fait, je vais laisser mes caractéristiques comme ça pour le moment. Ensuite, je choisis mon ancestry, donc mon origine, ma race. Pour l'instant, dans la campagne qu'on joue, les joueurs ne pouvaient créer que des humains. Et suite au premier scénario, ils ont aussi incorporé des gobelins dans leur village. Donc maintenant, ils peuvent créer des humains et des gobelins. Et au fur et à mesure de la campagne, ils pourront débloquer d'autres trucs. Je pense que je vais créer un gobelin. Donc voilà, je choisis de jouer un gobelin. Je l'écris sur ma feuille. Et donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne l'accès à 2 langues. Je peux voir déjà directement. À savoir, je parle la langue commune et je parle également le gobelin. Je peux noter aussi que chaque race apporte un petit bonus. Donc moi j'ai Keen Senses, je ne sais pas comment le traduire là directement, mais grosso modo ça fait que je ne peux pas être surpris. Donc je l'écris sur ma feuille. D'ailleurs, je me rends compte que sans même faire attention, j'optimise un peu mon personnage parce que j'ai mis une de mes pires caractéristiques en sagesse, ce qui fait que j'aurais eu tendance à ne pas repérer les ennemis cachés. Mais comme j'ai Keen Senses, je ne peux pas être surpris. Donc ça compense un petit peu ça. Maintenant que j'ai choisi mon origine, quelle est l'étape suivante? Je dois choisir ma classe. Donc on a dit qu'on allait faire un magicien. Donc je vais sur la page magicien et vous voyez, ma classe tient sur 2 pages. Donc j'écris magicien et je peux déjà écrire les trucs de base du personnage. Alors je vais utiliser, pour optimiser un peu la place, un endroit de mon sac qui s'appelle Free to Carry. Donc c'est les objets qui prennent pas de place dans le sac pour noter les armes et les armures que je peux utiliser. Je sais pas, j'imagine que j'aurais pu aussi réduire la police d'écriture sur la fiche. Je pense qu'à terme, si le personnage monte beaucoup en niveau, vous allez avoir envie d'avoir une feuille à côté, de faire le truc sur papier pour au moins avoir à gérer la taille de l'écriture sur votre fiche digitale, si je puis me permettre d'utiliser ce mot. Bref, là on va faire avec les moyens du bord pour que vous voyez. Donc le magicien, il peut pas manier beaucoup d'armes, la dague et le bâton, c'est tout. Et en armure, il ne peut en porter aucune. Donc j'ai bien fait de quand même mettre mon petit 10 en dextérité pour pas être trop pourri. Je connais 2 langues additionnelles communes et 2 langues additionnelles rares supplémentaires. Donc le magicien, ce qui est pas mal, c'est qu'il connaît pas mal de langues. Et en réalité, connaître beaucoup de langues, c'est fort pratique dans un jeu comme Shadow Dark, parce qu'il va y avoir beaucoup de rencontres aléatoires avec des créatures, etc. Et connaître la langue des créatures qu'on rencontre, ça peut souvent éviter d'avoir juste de déclencher un combat en fait, de pouvoir négocier avec elle, être capable de communiquer avec les factions qu'on rencontre, c'est vachement utile même pour se faire des alliés, etc. Parce que quand on tombe sur des mecs un petit peu bourrus, qu'on parle pas leur langue, qui sont plus nombreux, en général, ils peuvent rapidement en profiter pour nous faire la peau. Donc je vais voir au niveau des langues, je connais 2 langues communes supplémentaires, donc je pense que je vais prendre, on va faire ça assez rapidement, on va dire que je sais parler le géant et l'orc, et je peux avoir 2 langues rares en plus, donc je vais prendre le draconique et le primordial, la langue des élémentaires. Voilà, je sais parler 6 langues, c'est pas mal franchement.
Learning Spell. Donc ça, c'est une capacité que je vais peut-être pas écrire parce que ça va prendre de la place sur ma fiche. Je m'en souviendrai assez facilement. Lorsque je trouve des parchemins, je peux les étudier pour apprendre les sorts qui se trouvent sur le parchemin et pouvoir les lancer à volonté derrière. Normalement, si je trouve un parchemin avec un sort, je lance une fois, mon parchemin flambe et disparaît. Le magicien, lui, peut essayer d'apprendre le sort. Il y a un risque de détruire le parchemin et de pas réussir à apprendre le sort, mais ça permet voilà, d'apprendre des sorts en explorant, en découvrant des parchemins. Donc ça, je sais que je peux le faire. Et maintenant, j'ai le spell casting. Donc je peux lancer des sorts de magicien. Au niveau 1, je connais 3 sorts de magicien de tiers 1. Donc de niveau 1, grosso modo. Pour lancer des sorts, je vais devoir faire des jets de dés. Dépasser 10 plus le niveau du sort. Donc les sorts de niveau 1, ils sont au niveau 1, donc 10 plus 1, 11. Je vais devoir faire un jet d'intelligence, dépasser 11 pour lancer le sort. Donc là, je vais choisir mon sort, justement. Donc dans les sorts de niveau 1, il y a Alarm, Burning Hands, Charm Person, Detect Magic, il y a pas mal de trucs. Moi, je vais prendre des trucs pour sauver la peau des gens. Donc je vais prendre Featherfall. Donc c'est en gros un truc pour ralentir une chute. En gros, vous êtes un poids plume. Mage Armor, pour me protéger également. Et je vais prendre un petit sort utilitaire pour bloquer les portes, par exemple. Je vais prendre Hold Portal, donc je peux bloquer une porte. Donc ça, c'est mes 3 sorts de niveau 1. Je retourne à ma classe. Qu'est-ce qui me restait encore comme étape à faire? Bah voilà, c'était fini. Donc c'est quoi l'étape suivante? Je suis le guide. Je fais un jet pour voir quel talent de classe je vais avoir. Donc il y a une table aléatoire avec des talents de classe. Je lance 2d6 et je fais 9. Donc 9, ça fait que je gagne un avantage pour lancer un des sorts que je connais. Bah, je pense que je vais prendre l'avantage sur l'armure du mage, comme ça je pourrais vraiment l'utiliser souvent. L'avantage, ça fait que je pourrais lancer 2 fois les dés pour voir si j'arrive à lancer le sort et garder le meilleur résultat. Donc pour faire une économie de place sur ma fiche, je mets un A comme ça je sais que je lance avec avantage ce sort. Ensuite, il faut déterminer mes points de vie. Donc je lance le dé de points de vie de ma classe et j'ajoute mon modificateur de constitution. À savoir que mes points de vie sont toujours minimum égaux à 1. Parce que si je peux avoir un modificateur de constitution négatif si j'ai un très mauvais score de constitution. Mais je ne peux pas avoir moins de 1 point de vie, évidemment. Donc je me rends compte qu'il faut quand même que j'aille voir du côté des modificateurs que j'avais voulu skipper. Donc, les modificateurs, c'est simple, je me réfère au tableau qui apparaît à l'écran, si vous le voulez bien. Alors, avec 7 en force, j'ai moins 2 comme modificateur de force. Intelligence 15, j'ai plus 2 en intelligence. Sagesse 7, j'ai moins 2 en sagesse. Dextérité 10, j'ai plus 0 en dextérité. Constitution 8, j'ai moins 1. Charisme 8, j'ai moins 1. Donc en fait, lorsque je vais faire des tests, si par exemple le maître du jeu il me dit ah, t'essaies de défoncer une porte, fais un test de force, je vais lancer un dé 20 et appliquer mon modificateur de force qui est de moins 2. Donc si par exemple là je lance un dé 20, hop, boum, je fais 17, j'ai moins 2 en force, donc en fait au total je fais 15. Et maintenant, on va comparer ça à la difficulté pour défoncer la porte. Peut-être que le MJ va me dire la difficulté est de 15, et donc dans ce cas-là j'ai réussi parce que je dois faire égal à la difficulté ou la dépasser. Donc avec mon 15, bah boum, je défonce la porte. Si la difficulté pour défoncer la porte était de 18, j'aurais raté, typiquement. Si je fais un 20, c'est un coup critique. Si je fais un 1, c'est un échec critique. Revenons-en donc à mes points de vie, maintenant que j'ai déterminé mes modificateurs. Donc le dé de vie du mage est très très faible. Le mage a très peu de points de vie. C'est un D4. Donc je jette mon D4. Je fais 3. Moins 1 de constitution, ça fait 2. Donc j'ai 2 points de vie. C'est vraiment pas terrible. Ensuite, je dois déterminer mon background. Donc je vais le tirer aléatoirement ici, je lance un des 20. Le background, c'est un peu qui c'était mon personnage avant qu'il devienne un aventurier, entre guillemets. Je fais 2, je suis wanted. J'ai ma tête qui est mise à prix. Ensuite, choisir l'alignement, page 27. Alors, toutes les étapes qu'on fait là, en fait, j'aurais pu toutes les remettre à l'aléatoire. Là, j'ai décidé de ne pas le faire. J'aurais pu choisir mes sorts aléatoirement, mon alignement aléatoirement, etc., etc. On n'est pas obligé de le faire. Les trucs où c'est obligé de faire de l'aléatoire, c'est déterminer ses 6 stats, lancer son dé de vie pour savoir les points de vie qu'on gagne à chaque niveau, et aussi déterminer le talent qu'on gagne à chaque niveau, le talent de classe, en lançant 2d6 comme on l'a fait, qui nous avait donné l'avantage sur la Mage Armor. Mais sinon, les autres, c'est au choix. Il y a des tableaux aléatoires pour faire les étapes aléatoirement et créer un personnage entièrement aléatoirement, ça peut être très drôle, c'est ce qu'on a fait au début. Mais je peux aussi choisir certains trucs. Donc là, on va dire que mon mage, peut-être bien que s'il est recherché, il est chaotique, on va dire.
Qu'est-ce que je dois faire une fois que j'ai choisi mon alignement? Je vais voir quel est mon titre. Donc mon titre, c'est pas aléatoire, c'est déterminé par mon niveau et par l'alignement que j'ai choisi et ma classe. Donc je suis un magicien chaotique de niveau 1, donc mon titre c'est adepte. Adepte de quoi? Peut-être adepte d'une secte de magiciens, quelque chose comme ça. Le fait de combiner mon alignement, euh, mon titre, mon background, ma classe, etc., ça peut m'aider à déjà imaginer un petit peu quel genre de personnage j'ai pour la partie roleplay tout simplement. Donc là, je pense que ouais, c'est peut-être un gobelin qui a fui sa tribu pour aller étudier une magie interdite, quelque chose comme ça, que les anciens de la tribu Goblin voulaient cacher à tout le monde. Ce qui fait qu'il est recherché par la tribu, il est hors la loi pour la tribu. Maintenant que j'ai mon titre, je choisis mon équipement de départ. Donc au niveau 1, je lance 2d6 pour savoir l'or dont je dispose. Oula, 3, c'est vraiment pas ouf. 3 x 5, et ça me donne le nombre de pièces d'or que j'ai. Donc 3 x 5, 15. Donc j'ai 15 pauvres pièces d'or pour commencer. Ce n'est pas fameux, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce que je peux acheter comme équipement avec 15 pièces d'or? Je peux acheter un crawling kit qui coûte 7 pièces d'or et qui comprend déjà pas mal d'équipements. Donc ça m'amène tout de suite à 8 pièces d'or. Mais ça fait que j'ai un sac à dos qui ne prend pas de place. J'ai Fleet and Steel, donc c'est Silex et Amadou donc pour allumer du feu. J'ai 2 torches qui prennent chacune un slot. J'ai 3 rations qui prennent un seul slot. Les rations, vous voyez, il y a certains objets, on peut en mettre plusieurs par slot d'équipement. J'ai 3 rations qui prennent qu'un slot. Iron Spikes, donc c'est des trucs qu'on plante dans les murs là pour escalader. Comment ça s'appelle? Des pitons en fait. Je vais écrire python. J'ai un grappin, une corde de 60 pieds. Ça, c'est le contenu du crawling kit. C'est un moyen d'équiper rapidement son personnage au début. Ça coûte 7 pièces d'or. Vous avez tout cet équipement-là qui s'avère être toujours utile dans une partie de Shadow Dark. Maintenant, il me reste 8 pièces d'or à bien dépenser. Donc je sais déjà que mon personnage ne peut pas porter d'armure parce que c'est un magicien. Donc je peux déjà calculer en fait directement sa classe d'armure, qui va être de 10. Parce que quand on n'a pas d'armure, la classe d'armure est de 10 plus le modificateur de dextérité, en l'occurrence pour mon personnage 0, donc j'ai 10 de classe d'armure, ça je le sais. Ce qu'il va lui falloir là, c'est peut-être une arme, quelque chose comme ça. Il sait manier que la dague et le bâton, c'est quand même pas... Non, je vais lui prendre la dague qui coûte une pièce d'or. Je peux mettre la dague directement déjà dans ses attaques. Donc je sais que la dague, je peux frapper soit avec dextérité, soit avec force au choix parce que c'est une arme de finesse. Bon, moi je vais frapper avec dextérité pour frapper à plus 0. Et je note qu'elle fait 1 des 4 points de dégâts. Je la note aussi dans mon sac parce que c'est une arme, donc elle prend de la place. Il me reste désormais plus que 7 pièces d'or. Est-ce que je veux quelque chose en plus? Non, je pense que pour l'exemple, je vais m'arrêter ici. Qu'est-ce qui me reste comme étape pour créer mon personnage? Et évidemment, il faut lui choisir un nom. On va tirer le nom au hasard. 13. Pour un gobelin, ça donne Yark. Donc voilà, je m'appelle Yark. Et je suis niveau 1. Et voilà, là j'ai créé un mage de niveau 1. Alors je ne lui ai pas choisi de dieu. Je pourrais lui en choisir un. Là dans notre campagne, les joueurs, pour l'instant, ils ne connaissent que l'existence de 3 dragons qui vénèrent. Mais il peut y avoir plein de dieux différents. Il y a des dieux déjà inclus dans le jeu Shadow Dark que vous faites tirer au hasard et tout. Bon là, c'est un magicien, c'est un exemple. On va pas lui choisir de dieu, ça n'a pas nécessairement d'impact en jeu. Maintenant, admettons que mon personnage, il monte un petit peu en niveau. Donc en trouvant des trésors et des secrets, il va gagner de l'expérience. Si je fais les poches d'un bandit, je vais pas gagner d'expérience en trouvant 2-3 petits objets. Si je trouve un petit trésor, un petit indice, un petit secret, du lore, quelque chose comme ça, je vais gagner 1 d'XP. Si ça commence à devenir un petit peu plus intéressant, 3 XP, jusqu'à 5 XP. 5 XP, c'est vraiment déjà une grosse découverte. Puis après, on peut se dire, allez, là, vous venez de faire un truc de fou malade dans la campagne, allez, c'est 10 XP, vous voyez. Et ensuite, quand on gagne de l'XP, la montée de niveau, c'est assez simple. Si je suis niveau 1 pour passer niveau 2, il va me falloir 10 XP, c'est-à-dire mon niveau x 10. Si je suis niveau 2 pour passer niveau 3, il va me falloir 20 XP, mon niveau x 10, etc., etc. Et à chaque niveau, mon personnage va s'améliorer, évidemment. Donc si je suis un magicien, admettons, on va faire progressivement, on va le faire monter jusqu'au niveau 3, pour l'exemple. Donc je passe au niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Si je m'en réfère à ce tableau, je ne gagne pas de nouveaux talents de classe. Par contre, à chaque niveau, je gagne toujours des PV. Donc ce que je peux tout de suite faire, c'est relancer mon dé de vie de ma classe. Je fais 2 et je passe ainsi à 4 PV.
Alors, il y a des petites subtilités pour les lanceurs de sorts, c'est qu'il faut se souvenir qu'à chaque montée de niveau, je vais me référer au tableau des sorts que mon personnage connaît pour voir s'il gagne des nouveaux sorts. Au niveau 2, je gagne un nouveau sort de niveau 1. Donc, je vais tout de suite aller choisir ça. Et je vais prendre un petit truc un peu offensif quand même. Je suis niveau 2 maintenant, j'ai un peu plus de points de vie, je vais peut-être prendre un tout petit peu plus de risques et essayer de me rendre utile en combat. Je vais prendre Magic Missile. Et voilà, je suis niveau 2. C'est aussi simple que ça. Ça va très très vite. On va passer au niveau 3, si vous le voulez bien. Donc, je suis niveau 3 maintenant, je regagne un nouveau talent de classe. Des points de vie, je vais tout de suite faire les points de vie. Hop, 2 points de vie de plus. Décidément, j'ai désormais 6 points de vie, mais je peux tirer aussi un nouveau talent de classe. Donc, je prends 2d6, je regarde dans ce tableau. Double 1. Waouh, qu'est-ce que ça fait double 1? Make one random magic item of... Oh, pas mal. Ah là, l'exemple, il est original, parce que double 1 avec 2d6, c'est assez rare. En fait, les deux effets les plus rares sont les plus forts à chaque fois sur chaque classe. Donc sur un double 1 avec un magicien, je crée un objet magique aléatoire du type que je souhaite. Et bah, c'est parti. Ok, donc on va se faire... Alors, je peux pas porter d'armure. On va se faire une baguette. On va se faire une baguette. Pas une baguette de pain, hein, je vous vois venir. Ok, donc déjà le style de notre baguette. Voyons voir un petit peu ce que c'est. 7. Ok, c'est une baguette de cristal. Baguette de cristal. Ah, je vais peut-être pas faire ça en majuscule. Ok, 5, ça me dit d'utiliser les malédictions et les bénédictions de la table des malédictions et bénédictions des armures. D'accord? Je suis tout simplement ce que me dit le jeu. Alors, j'ai 2d6 et je vais savoir le nombre de bénédictions et de malédictions de l'objet. Je fais 11. Donc c'est un objet qui aura un bénéfice. Donc on a vu tout à l'heure que je devais tirer dans les bénéfices des armures. Je jette un des 12. 8. Donc tant que j'ai cette baguette, j'ai plus 4 en bonus pour mes Death Timers. Oh, c'est pas mal. J'ai pas beaucoup de place. Plus 4 Death Timers. Ça devient ridiculement petit, l'écriture. Il faudra un post-it, un truc pour noter à côté. Donc les Death Timers, c'est quoi? C'est quand j'arrive à 0 point de vie, je jette un D4. Là, par exemple, j'ai fait 2. J'applique mon modificateur de constitution qui est de -1, donc ça fait 1. C'est le nombre de rounds où je peux rester à 0 point de vie avant de mourir et il faut que quelqu'un vienne me sauver. Bah là, j'ai plus 4. C'est quand même super bien parce que moi, j'ai très peu de points de vie. Donc, je vais minimum avoir 4 rounds. Je vais pouvoir rester inconscient sans risquer de mourir et ça laisse le temps à mes alliés de venir me sauver. Donc, cette baguette est plutôt pas mal. Maintenant, une baguette, elle contient aussi un sort que je peux, entre guillemets, spammer. Enfin, en fait, je sais pas trop. Vous savez quoi? Je vais aller regarder la règle vite fait. Hein. Ok, donc en gros, ça me donne un sort en plus, visiblement. Et sur un échec critique, la baguette finit par casser. Donc je jette 2d6 apparemment pour savoir le niveau du sort que contiendra ma baguette. 10. Oh, c'est pas... Ouah, c'est fort. Je suis niveau 3, mais par chance, j'ai une baguette qui me permet de lancer des sorts. Un sort de niveau 4, que je vais déterminer aléatoirement. Jette un des 12. 12. C'est quoi? Speak with the dead. Ah non, tier 4, pardon. Wall of Force. Qu'est-ce que c'est que ça, Wall of Force? Je peux créer pendant 5 rounds un mur de force. Aucun truc qui se situe dans le même plan physique, enfin dans le même plan que moi, ne peut traverser physiquement ce mur de force. Donc je peux retenir une armée de gobelins, je peux vraiment bloquer tout un couloir, empêcher un troll de poursuivre le groupe et tout. C'est plutôt fort. Bon, j'ai plus trop de place sur ma ligne avec la baguette. Je vais l'écrire sur la ligne du dessous, je me souviendrai que ça prend pas de place. Wall of Force. Donc joli coup de chance sur ce niveau 3. On n'a pas fini avec la montée jusqu'au niveau 3, puisque je gagne également un nouveau sort de tier 2. Ouais, c'est ça. Je gagne un autre sort de tier 2. Hop, acide arrow, donc flèche acide. Tac. Et voilà. Et donc voilà, ça c'est le passage au niveau. Je pourrais continuer niveau 4, niveau 5, niveau 6, niveau 7. Donc ce que vous pouvez tout de suite remarquer en fait, c'est que à chaque niveau, je gagne de la vie. Par contre, je gagne un nouveau talent que je tire aléatoirement dans mon tableau de talent de classe que sur les niveaux impairs. Et en fonction de ma classe, je peux avoir des trucs un peu différents aussi. Par exemple, le guerrier, il a une capacité qui s'appelle la Weapon Mastery, qui s'améliore tous les niveaux pairs, par exemple. Le prêtre, comme le magicien, il va gagner de nouveaux sorts à chaque niveau, etc., etc. Un autre truc aussi qui va pas mal impacter l'évolution de votre personnage au-delà de sa montée en niveau, c'est aussi tous les objets magiques qu'il va trouver, etc., qui vont lui donner plein de nouvelles possibilités. Là, on peut pas vraiment le prendre en compte parce que notre personnage, il est pas monté de niveau de manière organique en découvrant des objets dans l'univers, etc. On a juste créé un personnage
qui est immédiatement de niveau 3. Il y a quand même un petit truc, je suis en train d'y penser, qui change avec la montée de niveau de notre personnage ici. C'est son titre. On va le modifier vite fait. Donc un magicien de niveau 3 chaotique, maintenant c'est un channeler. Donc un canaliseur. Ça n'a pas vraiment d'impact en jeu, si ce n'est que ça montre un petit peu la montée en prestige de votre personnage. C'est pas la même chose de s'adresser à un adepte ou un petit chaman par rapport à s'adresser à un grand druide, à un grand sorcier, à un archimage. Et donc votre titre, il peut en avoir quand même un impact en fonction de comment arbitre le MJ pour les relations sociales, donc c'est important de penser à le faire évoluer. Deux petits trucs auxquels il faut faire attention. Si évidemment vos caractéristiques augmentent en fait en tirant dans les talents de classe, vous pouvez avoir des augmentations de caractéristiques. Par exemple, si j'avais fait entre 3 et 7, j'aurais pu avoir plus 2 en intelligence, ce qui aurait fait passer mon intelligence à 17. Et en passant mon intelligence à 17, évidemment, mon modificateur d'intelligence qui était de plus 2 parce que j'étais à 15 serait passé à plus 3 parce que je suis à 17. Donc ça, il faut penser à le modifier. Et si vous faites cette petite règle optionnelle qu'on vient d'utiliser qui permet de créer des personnages de plus haut niveau que le niveau 1, il est important de bien suivre l'ordre des étapes du niveau 1 avant de faire les montées en niveau. Parce que vous voyez, les points de vie de départ, ils sont modifiés au niveau 1 par le modificateur de constitution. Donc il faut vraiment bien jeter ses points de vie de niveau 1 avant de jeter ses points de niveau... C'est 1, 2, 3. Ses points de vie de niveau 2, etc. Parce que imaginons, je crée un magicien de niveau 10. Si ça tombe avec mes jets de dés, j'en sais rien, je vais avoir fait monter ma constitution. Et donc mes points de vie de niveau 1 vont être plus élevés qu'ils ne l'auraient été si j'étais d'abord passé au niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, etc. etc. Bref, là on entre vraiment dans le détail. On va s'arrêter ici. Donc là, j'ai pas mal blablaté. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Bon, déjà, on a fait un truc qui est pas très orthodoxe puisqu'on a créé, on a fait monter de niveau notre personnage. Donc ça, vous pouvez enlever ce temps-là de la création de votre personnage normalement si vous commencez avec des personnages niveau 1. En réalité, toutes les étapes qu'on a faites, la successive pour créer un personnage, vous pourriez les faire, je pense, en 10 minutes. La création de personnage est vraiment très très rapide, ce qui permet, si vous décidez à tester Shadow Dark avec le kit de démarrage, je rappelle, je vais mettre un lien dans la description si ça vous intéresse, donc en anglais. Si vous décidez de tester Shadow Dark, vous pouvez créer plein de personnages en avance, comme ça, s'il y a des personnages qui meurent, s'il y a un joueur qui arrive à la dernière minute, etc., vous avez toujours un personnage à lui proposer. Puis en plus, dans le kit de démarrage de Shadow Dark, il y a des pré-tirés. À savoir que les pré-tirés de mémoire sont assez forts. Je pense qu'ils ont voulu faire ça pour faciliter la prise en main par des débutants. Les pré-tirés qui sont disponibles sont assez optimisés, j'ai l'impression, de mémoire. Vous avez des très bonnes caractéristiques de départ, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque la création de personnages inclut pas mal d'aléatoires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je me doute bien que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais c'est comme ça. Moi, je parle des choses qui me plaisent, qui m'habitent sur le moment. Donc, petite vidéo Shadow Dark. Je dirais même exclusivement Shadow Dark, puisqu'on parle vraiment des mécaniques de Shadow Dark en soi. Évidemment, dans les prochaines vidéos, je vais vous faire des retours de parties de Shadow Dark, vous montrer comment j'ai créé des trucs pour ma partie de Shadow Dark, mais ce sera beaucoup plus exportable à n'importe quel autre jeu de rôle, je pense, puisqu'on ne parlera pas nécessairement des mécaniques pures du jeu, quoi. Bref. En tout cas, j'espère vous avoir motivé. Moi, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Là, maintenant, ça fait 5 parties que j'ai faites. Alors, il y a des trucs, voilà, on est encore un peu dans la découverte. Donc, moi, j'essaie de créer des petits tutos et tout pour aider les gens à y jouer. Et moi-même, j'apprends des choses en jouant, des petits écueils, des petits trucs, on peut faire des petits réglages. C'est fort sympathique. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir soutenir sur Tipeee si tout ce qui se passe sur la chaîne en ce moment vous plaît, si ce qui s'est passé avant sur la chaîne vous a plu. Si vous voulez soutenir ce qui arrivera ensuite sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord pour discuter. Je vais peut-être proposer, quand mon emploi du temps va un peu se dégager d'une autre campagne, commencer à me concentrer beaucoup plus sur Shadow Dark et peut-être faire des one-shot Shadow Dark auxquels vous pourrez vous inscrire si le cœur vous en dit. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ. Une bonne journée. Ciao, ciao.